Deux femmes, la mère, Aude Pacta-Didier, et sa fille Muriel Pacta, toutes deux numérologues et écrivaines, nous livrent leur vision respective de la numérologie. Deux angles différents, deux philosophies, un même but, servir l'humain. Bonjour. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vous parler de la numérologie avec maman. Numérologie, je dirais, j'appellerais ça le parcours initiatique d'une vie, puisque la numérologie nous a été apportée suite à un drame personnel, enfin familial, puisque nous avons perdu ma sœur aînée lorsque j'avais 20 ans. Et la numérologie, donc en 1985, n'existait pratiquement pas. En France, nous n'en parlions pas. Et maman, qui va se présenter tout à l'heure étant un pigeon voyageur, a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui lui a parlé de numérologie pour la première fois. Et très peu de temps après la mort de ma sœur, la personne est venue avec une photocopie de bouquins venant d'Amérique. Et je dirais que ça a été l'élément qui nous a permis de commencer à nous consoler de cette perte innommable. Donc la numérologie, pour moi, donc remonte à 30 ans. Ça fait 30 ans que nous avons commencé à étudier donc, sur cette photocopie. Et ça a été une révélation. On parlait beaucoup d'astrologie. L'astrologie était très complexe au niveau de l'apprentissage, alors que la numérologie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais me paraît une science beaucoup plus facile et abordable à monter au niveau d'une étude qu'un thème astrologique. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Oui, mais disons qu'on n'a même pas eu le choix. Je crois que la numérologie nous a été envoyée exactement le lendemain de l'enterrement de Sylviane. Ça a été reçu comme ça, comme venant un cadeau du ciel, qui nous a permis, je pense, non pas d'évacuer le chagrin, mais d'en faire quelque chose de positif, qui représente pour nous une espèce de sacerdoce, comme un message qui nous était envoyé, mais qu'il fallait absolument que nous répercutions sur les gens. On ne peut pas le garder pour soi. Quand on reçoit cette merveille qu'est la numérologie, c'est-à-dire finalement une espèce de message venant du monde, mais du plus ancien du monde, puisque le monde a été créé par les nombres, ça Pythagore l'a dit, Platon l'a répété, etc. Donc nous sommes au fond nous avons reçu quelque chose que nous devons absolument redonner. Et nous savons que nous ne pouvons pas faire autrement. Voilà. Tu t'es trompé de 5 ans, ça fait 35 ans. 35 ans que nous... Je voulais pas avoir vieilli, mais tu as raison. Ça fait 35. 35 ans. Ouais. Et ça, pour nous, c'est effectivement une révélation, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'une révélation. C'est devenu le pilier, le centre de notre existence. Pour moi, ça a quand même été une étude. Ça m'a demandé quand même... on a passé beaucoup d'heures, puisqu'on n'avait personne pour nous donner des renseignements. On avait que cette photocopie, qui était déjà, je dirais, assez complète, mais qui restait succinct. Et après, il y a des auteurs, au fur et à mesure des années, qui ont apporté des compléments. Mais c'est sûr qu'on s'est penché, plus particulièrement justement sur le thème de ma sœur. C'est ça qui nous a permis déjà de découvrir pourquoi elle était partie, comment ça pouvait se révéler à travers une étude numérologique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'est un outil qui était scientifique, en effet, parce que maman a tout à fait raison quand elle dit que ça vient de très très loin. Les Chaldéens s'en servaient, les Égyptiens, Pythagore, en fin de compte, a été à un moment donné instruit par des gens avant, mais c'est aussi vieux que l'astrologie, au final. Et cet outil... nous demande de travailler à la fois sur le cerveau gauche et sur le cerveau droit, puisqu'on fait des calculs, et là on serait plus dans un hémisphère gauche, mais ensuite il est important de découvrir à quel point l'intuition va avoir comme support à la fois donc ces nombres et ces lettres, ce que nous allons vous faire découvrir
au cours de cette interview. Et je pense que nous avons exactement le même discours quand nous donnons des cours l'une et l'autre, c'est que les gens pensent qu'il suffit de savoir faire les calculs pour réussir à interpréter un thème. Et que la difficulté, justement, c'est de faire basculer vers l'hémisphère droit pour être en contact avec l'esprit du nombre ou des lettres. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart des gens commencent la numérologie avec enthousiasme, parce que je pense que nous savons la rendre vivante, puisque pour nous, les nombres sont tellement intégrés en nous, ils font partie maintenant de nous. Bon, je fais une petite parenthèse en vous disant qu'au niveau mathématique, j'ai été toujours la plus mauvaise de ma classe. Et puis vraiment, si j'ai échoué, par exemple, au concours d'entrée à l'école normale, c'est à cause des mathématiques. Donc c'est vous dire que les mathématiques et la numérologie sont deux façons différentes d'aborder les nombres et d'aborder, je dirais, leur essence. Pour moi, je détestais tout ce qui était mathématique, je n'en voyais pas la nécessité. Toutes ces inconnues, tous ces calculs à l'infini, ça ne me disait rien. Même si je sentais quand même que derrière les mathématiques, spécialement par exemple en musique, la musique est une mathématique céleste. Bon. Mais je n'y étais pas dedans, quoi. Et puis la numérologie arrive, et au fil des mois, en travaillant dans cette atmosphère aussi très feutrée d'Auvergne, où il avait cet hiver-là neigé abondamment, nous étions comme dans une espèce de cocon, et en tête à tête, cœur à cœur, avec les nombres, avec notre chagrin aussi, avec notre besoin d'être ensemble, et quelque chose s'est tissé, et qui maintenant est intégré. Mais quand les gens arrivent à la numérologie, ils voudraient tout de suite pouvoir faire des interprétations. Et là, on a beau leur dire, mais écoutez, travaillez, voilà. Eh bien, pour eux, ça devrait être là tout de suite, parce que nous sommes dans un monde où il faut que tout soit présent tout de suite. C'est absolument effarant pour nous de voir à quel point les gens sont impatients et prêts à passer à autre chose parce qu'ils n'ont pas déjà compris, senti la substantifique morale des nombres, leur appartenance, la danse des nombres dans une vie. Et souvent, ça nous fait beaucoup de peine parce que nous, on y met tout notre cœur et on s'aperçoit qu'il faudrait que ça aille plus vite. Il y a une fuite en avant des personnes qui ne vont pas au fond des choses, c'est une tendance générale. Mais est-ce qu'il n'y a pas le danger d'une perte du savoir-faire ? Alors qu'on est au contraire dans un monde où il faudrait aller beaucoup plus en profondeur. On est quand même dans l'ère du Verseau, mais on est dans l'ère du virtuel. Disons que la numérologie a ce côté complexe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu d'enfant pour monter un thème. On va l'expliquer rapidement, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des connaissances mathématiques importantes. Non. Mais en revanche, l'interprétation, c'est vraiment quelque chose qui se révèle pas à pas, qui demande, je dirais, d'affiner au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que les premières interprétations et celles que nous sommes capables de faire aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'elles ont considérablement évolué en fonction aussi de nos sensibilités. Et c'est en partie pour ça qu'on a souhaité faire une interview à deux, parce que nous avons la même base, puisque nous avons appris ensemble, mais c'est vrai que le travail de maman est un tout petit peu différent dans l'interprétation que le mien, puisque moi j'ai greffé des choses qui ont fait partie de ma vie de tous les jours depuis 35 ans. Forcément. Et donc là, la base est la même, effectivement, à l'époque, donc il y a 35 ans, j'insiste, n'est-ce pas ? Il n'y avait qu'un livre de numérologie. Et ce livre de numérologie, il venait d'être épuisé. Ouais, ça va même plus loin que ça. Et c'est donc la personne que j'avais rencontrée 2 ans avant à Nancy, et d'ailleurs je lui ai une grande reconnaissance, qu'elle se soit souvenue de moi 3 ans plus tard, et elle a décidé d'elle-même de m'envoyer une photocopie de ce livre, ce qui fait une photocopie comme ça. C'est énorme. Et cette femme, vraiment, je me demande même si je l'ai remerciée suffisamment, parce qu'à l'époque, nous étions plongés dans tellement de choses difficiles.
Mais c'est donc sur une photocopie que nous avons appris la numérologie. Mais ma fille a cette particularité, parce que c'est sa personnalité, d'être beaucoup plus axée sur les problèmes psychologiques que je ne le suis. Disons, elle a une approche différente après, et les thèmes, la façon dont elle va les interpréter, seront d'une autre façon que ce que je vais faire. Mais j'ai rencontré d'autres numérologues, c'est encore autre chose. Autrement dit, la numérologie ne peut pas être vraiment considérée comme une science. Je dirais qu'elle se rapproche de ce qu'on appelle un art. Or, l'art fait travailler justement l'intuition. N'oublions pas que la médecine s'appelait avant l'art d'Hippocrate. Est-ce qu'elle est toujours l'art d'Hippocrate ? Maintenant que les médecins, disons que la médecine s'appuie beaucoup sur la technologie, sur les machines, là je ne ferai pas de commentaires de ce type-là, mais on peut se poser la question. Mais la numérologie ne peut pas être autre chose, l'astrologie non plus d'ailleurs, qu'un art. Et l'intuition, eh bien, nous avons chacun notre part d'intuition, notre part... Et ce qui fait aussi la richesse des échanges. Et puis peut-être plus l'aspect évolutif en général. C'est-à-dire comment est-ce qu'un être humain, partant de ce qu'il est quand il est petit, moi je vais insister beaucoup plus, si vous voulez, sur l'évolution d'un être. Ben, bien sûr, ça se ressemble, ça se rejoint. Mais c'est plus pour les talents, comment vous allez pouvoir utiliser vos nombres pour vos talents. Vous dites, par exemple, moi je n'ai aucun talent, moi je ne sais rien faire. Là, beaucoup de gens arrivent avec cette idée d'eux-mêmes. Vous savez, dans notre monde où tout le monde pourtant se prend pour Napoléon, enfin si on peut dire, eh bien il faut s'imaginer que les gens n'ont pas confiance en eux. C'est général. Donc je dirais que mon travail, c'est de redonner de la confiance aux gens en leur montrant que leurs nombres sont là pour les aider. C'est une danse. C'est un peu la danse des atomes de Shiva, d'une autre façon, vous voyez. Et petit à petit, les gens se disent, ah ben finalement, oui, ah ben il y a ça, ah oui, tiens, ah ben je ne savais pas que ce 3 là, ça pouvait me donner telle chose. Voilà, je leur mets, si vous voulez, le doigt dessus. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir les choses, que ma fille, elle, va peut-être beaucoup plus loin aussi dans la... Disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi cet aspect, c'est-à-dire qui nous sommes, mais ce qui me passionne par rapport à mes études, c'est de se rendre compte que ce que nous sommes, c'est aussi un composé familial. Et ça, on le voit plus particulièrement par les prénoms et le nom de famille, hein, puisque les prénoms donnent des révélations sur qu'est-ce qu'on a collé comme programme, puisque là, surtout à une époque, on donnait énormément le prénom des grands-mères, des grands-pères, des parrains, des marraines, et on voit que dans le choix des deuxième et troisième prénoms, c'est ça, mais que dans le choix déjà du prénom par lui-même, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche à faire autour de comment ça s'est passé. On a un exemple qui est flagrant dans notre entourage, une famille pourtant tout à fait concernée par la nécessité de donner un prénom important à l'enfant, qui n'arrivait pas à se décider. Et dernièrement, j'ai lu un livre en psychogénéalogie où, quand on a un problème pour nommer un enfant, on peut être tranquille que ça cache sur le plan psychogénéalogique un enfant qui a certainement été oublié, caché, etc. Donc que cet enfant-là va venir parler dans la famille de ce déni, parce que aujourd'hui, c'est impensable de se dire qu'il faut des mois, il faut déjà 9 mois pour qu'un enfant arrive, mais qu'en plus, l'enfant est né, il a fallu plusieurs jours, il n'arrivait pas à se décider. Bon, donc ça c'est significatif, c'est-à-dire qu'au-delà de la numérologie, il y a tout le processus familial autour de l'arrivée de cet enfant qui va me donner des informations, et l'histoire du prénom. Est-ce que c'est un prénom religieux? Est-ce que c'est un prénom à la mode? Est-ce que j'ai appelé ma fille Sylvie parce que j'aimais Sylvie Vartan? Est-ce que je l'ai appelée comme ça parce que mon premier amour s'appelait de cette manière-là et je lui rends hommage? Et souvent des choses qui ne sont pas avouées. Voilà. Et souvent, une des premières des choses, et je crois que tu fais pareil à ce niveau-là, c'est de dire aux gens: vous avez demandé pourquoi on vous a appelé Christine ou Aude.
Oh non, j'ai jamais pensé. Eh bien, posez la question. Et souvent, là, il y a des grandes révélations, parce que c'est pas des choses à laquelle on pense et auxquelles on se réfère, mais on s'aperçoit qu'il se joue déjà, rien que dans le prénom usuel, celui donc qui nous sculpte, des informations qui sont déjà capitales. Voilà. Vous avez par exemple aussi les enfants de remplacement. Les prénoms d'un enfant qui est mort prématurément, bien sûr, et on va faire un enfant pour se consoler. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'on s'imagine. Moi, je connais plein de gens qui... Ah ben oui, tiens, c'est vrai, j'avais... ma tante était morte et on m'a donné le même prénom. Mais vous vous rendez compte, c'est une marque indélébile, ça. Hein, et l'enfant le porte sans le savoir. Sans le savoir. Et puis, il y a aussi les gens qui veulent donner un deuxième prénom ou ceux qui ne veulent pas. Ça aussi, ça a un impact sur l'enfant. Parce que le premier prénom n'a pas la même vibration que le ou les suivants. Et le nom héréditaire, c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très riche en numérologie avec l'étude des prénoms, des noms, du nom, qui n'existe pas en astrologie. L'astrologie va vous demander à quelle heure vous êtes né et à quel endroit. OK. Nous, on ne s'occupe pas de ça. On est beaucoup plus dans l'humain, finalement. Alors, quand maman parle du nombre héréditaire, c'est le patronyme, hein, qui là va nous donner des renseignements sur la lignée paternelle. C'est-à-dire, en s'appelant de cette manière-là, toutes les personnes de la lignée qui portent ce nom va avoir des éléments identiques. Donc, ça donne effectivement en psychogénéalogie des informations sur les problématiques. Parce que les chiffres parlent, certes, mais d'une certaine façon, c'est aussi parce qu'on est guidé, parce qu'il y a des choses qui ne nous viennent pas de nous. Oui. Ça, au cours d'un thème, par exemple, on est en train de faire un thème tranquillement, façon de parler, puis tout d'un coup, quelque chose va s'imposer. Quelque chose, mais vraiment de très fort. Alors, on en fait part, ça peut être des choses assez difficiles, des choses qui ont été enfouies dans le passé de la personne. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent, ma fille aussi. Et puis, la personne est tout de suite dans le déni. Non. Donc, vous y allez sur la pointe des pieds. Il ne s'agit pas on n'est pas là pour massacrer, ce n'est pas de la lapidation. C'est au contraire quelque chose qu'il faut faire naître doucement. Et puis, au bout d'une heure et demie, et la personne dit « Ah oui, tiens, il est arrivé ça dans la famille », alors qu'elle l'avait complètement nié au départ. Donc, la numérologie aussi, il faut entrer dans un thème avec la personne. On ouvre la porte, on frappe à la porte, on essuie ses pieds sur le paillasson, on entre avec beaucoup de respect, voyez. Et tout d'un coup, la personne, elle aussi, se dit « Eh oui, il y a bien ça ». Voilà. C'est un révélateur. C'est un révélateur. Pour un consultant, ce n'est pas forcément confortable de venir faire son thème numérologique puisqu'il va devoir se remettre en question. Bien sûr. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande différence, à mon avis, entre la personne qui va voir un voyant, où je viens recevoir des informations. Que va-t-il m'arriver dans la vie ? Est-ce que je vais trouver du travail ? Est-ce que ma vie sentimentale va s'améliorer, etc. Nous, en numérologie, on ne travaille pas de cette manière-là. Le prévisionnel existe, hein, en définitive, on peut arriver à savoir dans quel cycle vous êtes, quelle année personnelle. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne toutes les deux, je sais que c'est pas là notre spécificité. Pourquoi ? Parce qu'on préfère permettre aux gens d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes le potentiel, les côtés artistiques ou les cadeaux de la vie dont parlait maman tout à l'heure, pour en faire quelque chose, et là, à ce moment-là, construire leur vie, plutôt que de leur dire « oui, il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela ». Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins confortable. Et au fond, on a beaucoup moins de gens qui ont envie de se confronter à leur thème, parce que là, ils entament un travail derrière. Voilà. Il y a vraiment une prise de risque. Et pour eux et pour nous. Mais il y a une médiumnité, mais une médiumnité au service de l'âme. Et non pas quelque chose qui arrive comme, voilà, c'est assimilé, il va vous arriver ça. Moi, je le dis souvent, si vous venez pour un thème numérologique, pour savoir précisément ce que vous allez vivre l'an prochain, n'est pas chez moi. Je suis honnête, pourtant je sais que je gagnerais beaucoup plus ma vie en proposant ce qu'on appelle les plans annuels ou en astrologie la révolution solaire. Et j'ai l'honnêteté de dire, mon guide refuse
Il me donne le strict minimum. Alors, il va s'étendre sur, effectivement, les révélations de la personnalité et des problématiques, etc. Mais alors, en ce qui concerne vraiment le devenir, il est muet comme une carpe. Et le tien. Alors, le mien, c'est pareil. On n'est pas là pour soulever tous les voiles. On est là pour amener les gens sur un chemin. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre vie. La numérologie, et puis bien d'autres choses, nos expériences, nos épreuves, nous ont mis sur un chemin. C'est tout le monde. Mais quelquefois, quand on vient faire un thème, on va avoir un petit éclairage sur un chemin. C'est comme la nuit, vous voyez, quand on met des petites loupiottes dans un chemin. On va vers quelque chose. Mais ce qui est important aussi, pour compléter ce que dit ma fille, c'est que moi, je m'intéresse énormément aussi aux dettes karmiques. Les gens arrivent en me disant, moi, il m'arrive toujours la même chose. Quoi que je fasse, voilà, voilà, j'ai toujours les mêmes problèmes en amour, je n'ai jamais d'argent, mais pourquoi? Mais le bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà, c'est la première chose qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et on s'aperçoit quand même, et la numérologie, ce sujet-là est très clair, on n'a rien fait au bon Dieu, et le bon Dieu nous a rien fait. C'est nous-mêmes qui nous sommes fait quelque chose. Ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire c'est le résultat de bonnes et de mauvaises actions, on peut appeler ça bonnes et mauvaises, enfin bon, qui ont été, quand on a enfreint la loi, et après on s'étonne de recevoir les conséquences. Donc moi je mets beaucoup l'accent aussi sur la loi de la répercussion. C'est-à-dire que ce que vous vivez maintenant, révélé par certains nombres bien précis, va montrer qu'est-ce que vous êtes maintenant dans cette vie obligé, amené à réparer. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des réparations. Et là alors, ça complète un peu ce que disait ma fille sur les antériorités. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'effectivement, on avait un grand-père comme ça, dont on suit maintenant la trace et dont on subit peut-être les conséquences. Et là, tout d'un coup, ça s'allège. Les gens disent, mais alors, c'est pas vraiment seulement moi. Je viens réparer quelque chose. Et certaines personnes le prennent très mal. Mais il n'y a pas de raison que moi, je répare les bêtises. Et d'autres disent, ah ben oui, finalement, ça s'éclaire autrement. Vous voyez? Donc, la numérologie vous offre un éventail aussi de possibilités. Et c'est ce qui est bien justement avec ma fille, parce elle est bien sûr qu'elle s'occupe aussi de ça, mais elle élargit sur une autre façon. Vous voyez, l'éventail est infini finalement. C'est la vie, et la vie est multiple. Alors, si je devais résumer votre philosophie, en quelque sorte, il y a le destin, qui sont les cartes que l'on possède tous, nos capacités, nos talents. Et il y a la destinée, la manière dont on abat les cartes, comment on les utilise. Est-ce que la numérologie, est-ce que votre mission n'est pas en quelque sorte d'apprendre aux personnes à savoir abattre leurs cartes au bon moment? Oui. Ou à comprendre pourquoi ils pensent qu'ils n'ont pas certaines cartes. Ce qu'on appelle par exemple les révélateurs, grâce aux lettres. Donc je rectifie à un moment donné ce que tu as dit. Ce n'est pas notre spécificité à nous deux de travailler avec les lettres et les prénoms et le nom de famille. Ça, tous les numérologues le font. Donc ça, c'est notre base. La date de naissance et les prénoms et le nom de famille. La seule chose, c'est qu'effectivement, comment nous, après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, mais ça, la base de la numérologie, c'est vraiment d'observer les lettres, de voir leur vibration, de voir le nombre qu'il y a, combien il y a de A, combien de... etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment important. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des lettres, par exemple, qui sont absentes. Dernièrement, j'ai fait le thème de quelqu'un qui avait 33 lettres, ce qui est quand même déjà énorme. Eh bien, elle avait 2 lettres absentes, c'est-à-dire qu'elle avait ni 2, ni 8. Bon. Autrement dit, en dépit du nombre de lettres, ça veut dire qu'elles se sont réparties ailleurs, mais il va y avoir des révélateurs. Donc, on peut les appeler des nombres karmiques, ou des karmas, c'est quelque chose. Moi, je les appelle plus comme des révélateurs. C'est-à-dire que là, c'est comme si un photographe mettait un phare ou quelque chose de plus particulier sur ces 2 nombres-là, qu'on va retrouver d'ailleurs autrement. C'est ça qui est merveilleux aussi en numérologie, c'est que je peux ne pas avoir de lettres, je peux ne pas avoir de 2, c'est-à-dire je n'ai pas de B, je n'ai pas de K et je n'ai pas de T.
Mais s'apercevoir que ma première réalisation, c'est-à-dire dans ma date de naissance, eh ben, j'ai du 2. Ah bah tiens, mais ça ne s'est pas placé au bon endroit. Ou chose encore plus merveilleuse, ce qu'on appelle dans la grille d'inclusion, donc là où on a, je dirais, imposé, posé tous ces nombres, hein, on a fait une répartition, on se dit, ah bah tiens, j'ai pas de 2 dans la case 2, mais alors par contre j'en ai dans le 4, j'en ai dans le 5, ah mais j'en ai aussi dans le 9, autrement dit le 2, le petit coquin, il s'est déplacé, il est allé voir ailleurs. Voilà. Et ça donne des informations, c'est-à-dire que la grille d'inclusion, l'une comme l'autre, on reconnaît que c'est une merveille. On pourrait y passer des heures et des heures, parce que là, on a toute la personnalité. Et justement, là, moi, c'est là où je trouve tous les renseignements sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue, dans quel domaine nous sommes venus jouer notre gamme. Donc, il y a des gens qui viennent pour la santé, il y a des gens qui viennent pour le travail, il y a des gens qui viennent pour la vie sentimentale, il y a des gens qui viennent par rapport à l'argent, il y a des gens qui viennent pour, moi je sais pas, pour l'amitié, pour le service, pour la spiritualité, effectivement. Et on s'aperçoit que leur vie va être sans arrêt ramenée, ce que tu appelles toi un peu les dettes karmiques ou impayées. C'est-à-dire que si je ne règle pas en effet les problématiques de mes ancêtres, parce que souvent c'est ça, eh bien, je ne peux pas avancer mon propre chemin. Et là, on rejoint les constellations familiales et la psychogénéalogie. Voilà. Et tout ça, encore à quoi il faut rajouter, donc, ce qui est extrêmement important, c'est l'aspect évolutif, justement l'aspect spirituel de la numérologie, parce qu'on est quand même venu sur la Terre pour faire un chemin spirituel, même si on ne veut pas, même si on refuse, ou même si on le fait à l'envers. Même si on le fait à l'envers, on le fait quand même. Parce que même si on se trompe de route, à un moment donné, on sera remis sur la route par les épreuves. Mais moi, j'insiste aussi beaucoup sur les cycles. Parce que s'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de métamorphose possible. C'est par les cycles que nous changeons. C'est évident qu'on ne va pas avoir la même nourriture à l'âge de 2 ans qu'à l'âge de 20 ans et de 60. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la vie, le même nombre ne va pas vouloir dire la même chose. Par exemple, un 3, qui est l'un des plus beaux nombres de la numérologie, n'a pas du tout, autant il est compliqué et difficile à vivre en début de vie, autant en fin de vie, il va donner une expansion, des potentialités de créativité. Au début de la vie, c'est plutôt une créativité qui va être sous le boisseau. Et les gens le ressentent comme ça, ils disent oui, c'est vrai, vous avez raison, moi, cette période-là, je n'arrivais pas à m'exprimer, on me coupait la parole, je n'avais pas le droit, etc. J'étais la dernière de la famille, c'était toujours les autres qui parlaient. Mais je leur dis, mais écoutez, attendez, là, le destin vous donne une deuxième chance. Vous avez maintenant un 3 en fin de vie, à partir de tel âge. Donnez-vous la permission de le magnifier, ce 3, de le vivre enfin. Et les gens sont tout étonnés de dire « Ah ben j'ai encore une seconde chance ». Donc vous voyez, ce que je trouve merveilleux dans la numérologie, c'est qu'elle ne nous enferme pas, même dans des dettes karmiques. C'est ça que j'aime dans la numérologie. C'est qu'elle vous donne toujours l'ouverture. Et comme dit ma fille, ce que les nombres ne nous donnent pas, enfin je veux dire la date de naissance ne nous donne pas, eh bien souvent ce sont les nombres, ce sont les lettres. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas de limite. Il y a simplement les limites qu'on se donne. Alors, vous parliez tout à l'heure de punitions, et apparemment, ce ne sont pas des punitions, mais plutôt des opportunités pour s'élever. Finalement, il n'y a pas de mauvais nombre. Absolument pas. Pas plus qu'il y a de mauvaises lames de tarot. Pas plus qu'il n'y a pas de mauvaises étoiles. Il y a des combinaisons d'étoiles qui vont nous faire travailler. Par exemple, un carré en astrologie, je le sais parce que j'en ai plusieurs. Alors, bon, c'est quelque chose qui va nous faire travailler. Et les gens, par exemple, qui n'ont que des 3 ou des trigones en astrologie, ce sont des gens qui souvent ratent leur vie parce que tout est trop facile. Ils ont l'impression que tout leur est donné. Bon, pourquoi se biler? On me l'apporte. Ouais. Donc, autant j'avais râlé quand j'avais su au début de ma vie par des amis astrologues que j'avais des carrés. Je me disais, c'est pas juste. Ben, je retrouve ce carré, c'est-à-dire ce 4, dans mon thème numérologique. Vous voyez? Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous voyez? Donc, il n'y a pas la numérologie de côté, l'astrologie de l'autre. Ce sont des connaissances qui se complètent. Je pense de toute façon qu'à un moment donné,
il nous est demandé, puisqu'en fin de compte, ça on ne l'a pas expliqué, on travaille de 1 jusqu'à 9, et on a ce qu'on appelle donc des maîtres nombres, qui sont le 11, le 22, le 33, le 44, etc. Bon. Le but de notre incarnation va être d'apprivoiser tous les aspects, je dirais, des nombres. C'est-à-dire qu'on peut être très à l'aise effectivement avec un 3, mais pas être à l'aise avec un 4 ou avec un 8, etc. Et notre but va être finalement de se confronter à ces valeurs, à la leçon de vie que nous apportent les nombres, parce qu'ils ont quand même beaucoup de définitions, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand on le rencontre, on ne soit plus dans la souffrance et qu'on ait la spécificité du nombre. Et ce que je voulais faire, c'était par rapport à donner un premier exemple sur la notion de 3, puisqu'elle ne l'a peut-être pas fait exprès, mais je fais des conférences des fois sur le thème de Van Gogh, qui est vraiment effectivement un thème extraordinaire. Oui. Et quand on regarde le thème, donc là, qui est donné par sa date de naissance, où on n'a que sa première partie de vie, puisque Van Gogh est mort très tôt. Bon. Et Van Gogh est né donc le 30 mars 1853. Eh bien, donc il a bien effectivement, comme venait de le souligner maman, un premier cycle 3. Et Van Gogh n'a absolument rien fait en créativité dans ce premier cycle 3. Et c'est à partir de son deuxième cycle, qui est un 30, et donc encore un 3, qu'il a commencé à peindre. Et en 2 ans, il a fait plus de 80 toiles. Et c'était un 3 multiplié par 10. Ouais. Voilà. Donc, on comprend que les nombres, ils ont un potentiel, mais qu'on est là justement pour accepter à un moment donné de le traverser, parce qu'il y a des gens où ils ont un potentiel de créativité, mais ils ont une telle flemme, ils voudraient tellement que ça arrive comme ça qu'ils n'en font rien. Oui, mais il y a aussi des contraintes familiales. Si nous parlons de Van Gogh, par exemple, il avait un père pasteur, et un pasteur rigoureux. Et tous les dimanches, il fallait lire la Bible. Il n'avait pas le droit de s'exprimer autrement qu'à travers, disons, le rituel biblique protestant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lui, pour tenter de s'exprimer, il a essayé, il a voulu imiter son père. Et il est devenu pasteur. Et les gens ne le savent pas, ça. Donc, c'était une façon aussi de s'exprimer, mais ce n'était pas son expression. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les lettres, et que l'on va rapprocher à un moment donné du travail de la date de naissance, donc en fin de compte, on commence par étudier le potentiel donné par la date de naissance. Donc là, on a ce qu'on appelle, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire un plan de vie, avec des dates précises, où on s'accroche au chemin de vie. Tout le monde sait que la numérologie parle de chemin de vie, plutôt que de signes, voilà. Et c'est le chemin de vie qui va donner, je dirais, à la fois les cycles et les apogées. C'est-à-dire, parce que j'ai un chemin de vie 5, je vais avoir des changements à telle et telle période. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément où on passe quand même beaucoup de temps. Mais à cela, on va venir, je dirais, intercaler. Et j'aime beaucoup l'image que tu as proposée tout à l'heure, Didier, parce que moi, c'est souvent ce que je prends, où je dis qu'en définitive, nos prénoms et nos noms de famille sont justement nos atouts, les cartes que notre famille nous a données comme potentialité. Je fais souvent même ce rapprochement où les fées, toutes les marraines ont été invitées au baptême d'Aurore. Nous sommes tous penchés au-dessus d'Aurore en disant « Toi, tu auras la beauté, toi, tu auras l'intelligence, toi, tu auras la créativité ». Tout le monde est super content, mais on a complètement oublié qu'on a la vieille marâtre qui a été oubliée et qui, à un moment donné, va dire « Ok, je ne suis pas assez puissante pour enlever les spécificités. Mais, par contre, tu auras ça à travailler et ça qui n'ira pas. » Voilà. Et notre vie... je trouve que les contes le mettent bien en lumière. Notre vie est faite de « j'ai des potentiels, mais je dois aussi développer, mettre en lumière les zones un petit peu plus noires, de telle manière à avoir vraiment ce chemin dont tu parles, c'est-à-dire ce potentiel d'âme qui nous est offert. Et c'est bien que tu parles des fées,
D'ailleurs, j'adore ça, les fées. Depuis que je suis toute petite, j'ai été baignée dans les contes de fées. Et il se trouve que justement, dans ce conte-là, il y a 13 fées. Mais il n'y a eu que 12 qui ont été convoquées. Et pour une raison bien simple, il n'y a que 12 plats en or dans ce royaume, n'est-ce pas? 12, mais vous voyez, 12, ça nous ramène aux 12 heures de la journée. Tout est crypté dans les contes de fées. Donc la 13e heure, la 13e fée, c'est la fée du karma, c'est celle qui nous dit, c'est la mort aussi, si on peut dire, dans la lame 13 du tarot. Je fais beaucoup d'interprétations aussi avec le tarot, j'adore ça. Et je me dis que chaque nombre a sa correspondance dans le tarot. J'adore vraiment travailler avec ça. Alors cette 13e fée, elle est là vraiment pour vous dire... Pour faucher. Elle fauche, un peu ce que les autres ont dit. C'est-à-dire, les autres, c'est tellement merveilleux ce qu'ils lui ont... Oui, on va mettre un bémol, si vous voulez. Mais en même temps, ce 13 montre que ma fille, 13, ça fait du 4, on venait d'en parler tout à l'heure, grâce à ce 13, chère petite, tu vas pouvoir aller plus loin. Parce que ce qu'on t'a donné, finalement, c'est des facilités. Tu vas être la plus belle, la plus si, tu vas être honorée, tu vas être adorée, oui, ok. Et tu vas faire quoi de ta vie? Rien du tout. Donc la 13e fée va remettre les choses en ordre, va remettre au carré, va dire maintenant tu vas repartir ailleurs. Et à ce moment-là, on comprend mieux. Les gens qui sont nés un 13, par exemple, ils vont comprendre. Ils disent, alors donc, je vais avoir quelque chose. Et oui, la lame 13, c'est mourir pour renaître sans cesse. Donc vous voyez que cette petite princesse va mourir d'une certaine façon, puisqu'elle va se piquer avec le fuseau et elle va dormir 100 ans. Mais en réalité, elle renaît à autre chose. Et c'est ça qui va amener le prince charmant, donc son âme, à venir la rejoindre sur cette terre, voyez. Parce que là, on ne sait pas ce qu'elle aurait eu, bien sûr, si elle avait continué. Elle aurait peut-être ronronné gentiment dans son château, en étant effectivement la plus belle, etc. Rien n'est fortuit, qu'on vient bien nous aiguiller au bon endroit, et que les nombres comme les lettres sont des révélateurs. Et je trouve vraiment que ça, c'est fabuleux. Et que si on veut être, je dirais, touché par la musicalité de ces nombres et de ces lettres, on peut faire une très très belle partition et arriver à faire une symphonie extraordinaire. Mais on peut aussi, comme certaines personnes, pleurer sur leur sort. Et là on rejoint tout l'aspect psychologique, c'est-à-dire est-ce que je veux être victime de mes ancêtres et de moi-même toute ma vie, ou est-ce qu'à un moment donné, je prends conscience que ce que m'a donné mes parents, le potentiel génétique aussi, qui est quand même là en toile de fond, même les problématiques familiales sont là pour nous permettre à un moment donné de devenir adultes, donc devenir créateurs de notre propre vie. Oui. Et la numérologie met l'accent sur ces choses-là. Elle m'a permis, on nous dit, vous êtes dans la spiritualité, il ne faut pas juger. Ok, il ne faut pas juger. Cette personne, je la trouve imbuvable, mais je ne dois pas la juger. Forcément. Je dois même apprendre à l'aimer. Il faudrait déjà apprendre à aimer cette personne. Et quand on commence à faire son propre thème numérologique, on voit tout de suite, si on est sincère, on voit tout de suite les limitations et les potentialités. Mais ça va plus loin. Je pense que quand on fait le thème de quelqu'un de proche, je ne parle pas des gens qui viennent chez nous parce qu'on ne va pas les revoir après, mais j'ai eu la chance, si on peut dire, l'opportunité de faire le thème numérologique de certaines personnes très proches qui ont eu dans ma vie un impact difficile. On ne va pas aller plus loin, hein, voilà. Et en faisant leur thème, j'ai vu surgir des nombres qui m'ont dit, mais cette personne ne pouvait pas faire autrement que ce qu'elle a fait. Des limitations sans arrêt, des incompréhensions, des cycles difficiles dont on a forcément bénéficié dans la famille. Et là, ça m'a donné beaucoup de compassion, ça m'a ouvert la voie à la compassion et même plus loin, au pardon. J'ai pu pardonner certaines choses à des gens de mon entourage parce que je me suis dit, mais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait avec ces limitations? Je n'aurais pas fait mieux. Et je dis, merci, mon Dieu, ou je ne sais qui,
de m'avoir permis justement d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus grand sur le monde, sur le cosmos et sur la vie. Nous, on ne se rend pas compte, mais on a quand même de la chance. On a à notre disposition vraiment toutes les clés. Donc, si on veut en faire quelque chose, on peut. Il faut reconnaître quand même que tu parles de plus ou moins de tes parents ou de tes grands-parents, voilà. Mais le pauvre, mais effectivement, il pouvait pas faire autrement avec ce qu'il avait comme possibilité de connaissance à l'époque. Et il a fait ce qu'il a pu, effectivement. Il n'avait que du 4 partout. Du 4. Est-ce qu'un enfant qui aura été nommé par rapport à un être cher, en hommage à quelqu'un, va avoir son propre programme numérologique, en plus d'être chargé de celui par lequel il a été nommé, qui va venir parasiter son propre thème à lui? Oui, c'est la personne qui va devoir faire cette alchimie. C'est-à-dire qu'à partir d'une épreuve qui est, pour moi, dans ce que j'ai pu rencontrer de tous les prénoms et noms de famille que l'on porte, on a effectivement, quand une personne a existé avant avec une charge, parce que souvent, bien sûr, on parle que des aspects négatifs. Si mon grand-père était un violoniste et qu'il m'a redonné cette capacité-là, on ne va pas pleurer, on va se dire youpi, tralala. On va, je dirais, se révolter quand il y a eu un secret de famille un peu grave. Voilà. Là. Mais si, quelque part, mes parents m'ont donné ce programme-là, c'est parce que j'ai décidé de traverser ce programme-là. Alors là, c'est pareil, il faut croire quand même à d'autres choses. Si on ne croit pas au fait qu'on revient, on ne va peut-être pas accepter ça. Mais si on comprend que rien n'est fortuit et que dans mon incarnation, eh bien finalement, je suis venue pour traverser moi-même cet état des choses, je vais devoir effectivement, au niveau de mes ancêtres, les réhabiliter. Parce que le problème, souvent, c'est que quand on voit... on a parlé de mon grand-père. On peut dire que l'histoire familiale de la famille Didier, et de la mienne en particulier, repose beaucoup sur les difficultés de mon grand-père. Oui, mais cet homme, quelque part, soit on continue effectivement à lui en vouloir et à le repousser et à le détester, etc., soit, comme dit maman, à un moment donné, on lui redonne, je dirais, sa spécificité et on apprend à l'aimer. Et quelque part, il a été, je le disais tout à l'heure, le révélateur de ce qu'il fallait que nous, les générations comme ça et en dessous, nous travaillions. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on travaille les aspects que mon grand-père a amenés. Donc on peut lui dire merci. Et c'est comme ça que vraiment... je sais que certains membres de ma famille n'ont pas eu ce déclic, comme tu disais tout à l'heure, cette mise en distance par rapport à cet homme, et lui en veulent encore. Bon, moi je leur ai dit, mais vous savez, ce que je viens de dire, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais il n'y en a pas un qui m'a dit, écoute... montre-nous le thème numérologique et explique-nous. Non, ils en sont restés à cette rancœur. Mais moi, vraiment, maintenant, je peux maintenant aller plus loin parce que, justement, j'ai fait ce travail de pardon. Vous voyez ? Alors que, vraiment, je me suis dit, mon père, il a fait des choses pour moi, il ne les a pas faites, plutôt, mais il ne pouvait pas. Voilà. Vous voyez ? Puis, il ne les a pas reçues non plus. Il les a pas reçus. Donc, c'est qu'il faut voir un peu. Alors, une des choses que je fais toujours dans un thème numérologique aussi, c'est de faire parler les gens de leur passé, de leur enfance. Ah, tu te plains que ta mère, ton père, je sais pas, ne t'aime pas, n'est pas aimant, n'a pas fait de caresses et tout. S'il te plaît, comment a vécu ta mère? Et alors là, c'est vrai que ma grand-mère, mon grand-père, alors, est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Moi, je pense qu'après, on peut l'acquérir. Si après, on rencontre un mari ou une femme qui va nous donner des caresses qu'on n'a pas reçues au début. Mais comment est-ce qu'on va les recevoir, ces caresses aussi? Il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup de 7, pour dire les mots, qui vont se renfermer. Ils ne vont pas accueillir ces caresses. Parce qu'ils sont enfermés dans quelque chose, dans leur grotte. Voyez. Donc, les nombres aussi, là, vont nous dire, est-ce qu'on est apte finalement, à recevoir aussi ce que la vie nous donne de la part des autres. Vous voyez, il y a tout un jeu extraordinaire dans la numérologie. Et c'est ça qui est passionnant. Voilà, les choses nous sont données, on ne les reçoit pas.
Elles ne sont pas données, on les acquiert. On les voudrait, ou on les voudrait. On On les focalise en disant c'est ça que je veux, mais pourquoi je ne l'ai pas? Eh ben oui. Oui, c'est... Parce qu'on veut comment. Non. Au final, moi, ce que je dirais, la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est que la numérologie nous permet de renaître. Voilà, c'est-à-dire qu'on redevient acteur, avec beaucoup aussi, à la fois de bienveillance pour les anciens, pour soi-même, hein, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de se dire là j'y arrive pas, mais c'est vrai que c'est ma pierre d'achoppement, donc il me faudra un peu de temps. Et puis ce travail-là permettra d'alléger pour les descendants, parce que sinon la chaîne continue. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chaînes, les répétitions continuent, parce qu'il n'y a pas à notre niveau cet état de douceur que l'on a vis-à-vis de soi. Et c'est vrai que les nombres, oui, il y a des fois, ils sont durs, mais je leur dis, à côté de ça, ils sont durs, mais il y a toujours une clé qui nous permet de savoir, d'accord, j'ai pas de 3 dans mon thème, ah oui, mais tiens, par contre, j'en ai dans le 8, là j'ai du 3. Ah tiens, ça veut dire que c'est peut-être par ce biais-là que je peux acquérir le 3. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les manques qui sont mis en devant, mais il y a aussi comment je peux peut-être arriver à récupérer et transcender, transformer et donc révéler. Y a-t-il de la numérologie internationale, de nations, de pays et si c'est le cas, comment on procède? La France a un thème numérologique. Les lettres de la France. Alors après, on peut partir, par exemple, sur la révolution du 14 juillet 1789. Ça va déjà nous donner quelque chose d'important. On peut partir sur une autre date. Mais la France a un nombre. Muriel nous parlait tout à l'heure de maîtres nombres qui nous donnent justement cet aspect spirituel, transcendantal. La France a un nombre extraordinaire. C'est un 29, c'est-à-dire... L'intuition, la France a un très beau nom, on peut dire. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Le 11 nous donne aussi du 2. La France est toujours en train d'osciller entre la droite et la gauche, et puis ici et là. Et oui, mais, vous voyez, c'est déjà inscrit dans son nom. D'accord. Voilà. En rapport avec l'ouverture actuelle, plus favorable à une réincarnation, et est-ce que, justement, les âmes ne se dépêchent pas un petit peu de venir vivre notre époque pour profiter d'une réparation karmique? Il y a des gens qui disent que oui, que l'opportunité de naître est dans des périodes comme ça, qui sont à la fois difficiles, mais aussi très riches. Là, on a un potentiel de possibilités en fonction de son éveil et de sa conscience. Et là, je crois que c'est un mot qui nous relie beaucoup, maman et moi. On est un peu sur le même chemin à ce niveau-là. Aujourd'hui, on peut briller. Tu donnais l'exemple de faire de l'international. C'est vrai que pour l'ego, c'est fantastique. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoirement ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de briller à l'intérieur. Hein. Nous sommes des diamants qui ont besoin d'être taillés pour briller, mais dans notre essence. Et je crois que l'opportunité de la difficulté actuelle, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais de tes potentiels pour toi, plutôt que pour l'extérieur. Et ça, l'incarnation, on n'a rien trouvé de mieux. Hein. Oui. Je pense qu'en effet, pour rayonner, c'est-à-dire pour travailler sur nous-mêmes suffisamment pour que rien qu'en paraissant, sans parole, sans rien, les autres puissent ressentir quelque chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent « je sais », et même Jean Gabin a dit « non, je sais que je ne sais rien ». Et je crois qu'on en arrive là. Quand on a accumulé beaucoup de connaissances, à un moment donné, on se dit « et maintenant, que vais-je faire ?» comme dit la chanson.